Moi, je suis étudiant et je pense que vous le savez, quand étudiant, on vit dans une certaine précarité. Et au lieu d'investir dans l'éducation, d'investir dans ce qui est le Crous et le CNUS, moi, j'ai vécu une baisse des APL, un gel des bourses. Et face à ça, on a l'apparition d'une nouvelle taxe étudiante, la CVEC, qui, elle, n'est pas gelée. Hein, chaque année, elle augmentera. Et un désengagement massif de l'État dans l'enseignement supérieur, avec des dotations en baisse, avec des universités qui sont dans la plupart en déficit. Face à ça, on a des suppressions de postes. Donc nous, on se retrouve avec des salles de TD à 40, avec des amphis surbondés. Donc moi j'aimerais, parce que cette question a été un peu... enfin, la question de la jeunesse dans le débat européen a très peu été abordée. Moi j'ai une question, c'est quelles sont vos propositions, vous, pour les jeunes précaires en Europe? Merci. Je propose à Isabelle de répondre. Isabelle Thomas. Oui, bon. Ah, ça marche? Ouais. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, on vous a beaucoup menti dans cette campagne. On vous a fait croire que les questions du quotidien, comme celle de votre niveau de vie en tant qu'étudiant, comme celle des services publics qui régressent, comme beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres sujets que vous vivez et contre lesquels vous voudriez agir, eh bien, ces questions-là n'étaient pas européennes. Finalement, elles n'avaient aucun rapport. Vous savez, l'Europe, c'est un truc abstrait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Très loin, inaccessible, et qui ne s'intéresse pas à votre quotidien. Eh bien, en l'espèce, comme l'a dit d'ailleurs Guillaume, le fait que le business, les grandes multinationales financières, bancaires et industrielles aient complètement capté, confisqué, finalement, les rênes du pouvoir européen, que des milliards soient dépensés chaque année par ces grands lobbies pour influencer les députés ou la commission. Eh bien, le fait que cette confiscation du pouvoir ait eu lieu a évidemment des conséquences concrètes sur tout ce que vous avez décrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, pour ces gens-là, il faut absolument pas, pour ces intérêts-là, on va dire plutôt pour ces intérêts privés, ces intérêts de l'argent, il faut absolument, d'abord qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est pourquoi d'ailleurs ils organisent à peu près 1000 milliards par an d'évasion fiscale, sous des formes différentes, d'abord en jouant à saut de mouton entre les fiscalités des États membres pour éviter de payer l'impôt sur leurs bénéfices. C'est le fameux cas de Apple avec ses 0,005% d'impôts sur les sociétés payés généreusement sur tous les bénéfices réalisés en Irlande. Donc ils organisent l'évasion fiscale et puis ils veulent surtout pas, tout simplement, mettre de l'argent au pot. Et aussi, ça les intéresse bien si on peut privatiser quelques secteurs. Vous savez, on ferme... Combien de fois j'ai entendu les personnels hospitaliers, n'est-ce pas Françoise, qui disent bah oui, on ferme des services ici, mais c'est parce que la clinique à côté là-bas, privée, elle va ouvrir le service qui, lui, est rentable. Et donc, il y a une bataille sur la question fiscale, sur la justice fiscale, qui va au-delà même de savoir ce que chacun paye. Vous payez tous, quand vous consommez la TVA, vous payez ceux qui travaillent l'impôt sur le revenu. Les PME françaises, et d'ailleurs les petites entreprises, à peu près partout, payent l'impôt sur les sociétés, mais ces grands groupes-là, ils ne payent quasiment rien. Et donc forcément, après, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait payer, vous, en tant qu'étudiant, on abîme le service public, qu'il soit universitaire, qu'il soit scolaire, on ferme des classes, qu'il soit transport, on ferme des lignes de train, qu'il soit hospitalier. Et finalement, eh bien, vous vous retrouvez, vous, dans une grande difficulté, précarité, sans bourse, sans moyens pour faire correctement vos études, obligés de travailler. Et évidemment, ceux qui sont obligés de travailler pour leurs études sont ceux qui parviennent à des résultats plus difficilement. Alors, nous proposons plusieurs choses. D'abord, il y a notre proposition phare, celle qu'avait défendue Benoît pendant la campagne des élections présidentielles, le revenu universel d'existence. Il y a aussi des
règles du jeu que nous proposons de changer au sein de l'Union européenne contre la précarité et notamment contre la précarité pour les femmes. Il y a aussi des propositions de bourses, notamment parce que beaucoup de gens ont dit « Ah oui, l'Europe c'est bien parce qu'il y a Erasmus ». Ouais, ok, les bourses Erasmus c'est bien parce qu'il y a plein d'étudiants qui peuvent partir à l'étranger, affirmer leur capacité linguistique et puis ensuite pouvoir s'en servir et puis aussi découvrir l'Europe. Mais nous proposons le Pass Liberté qui ne sera pas réservé aux étudiants, qui pourra, donc tous les jeunes de moins de 25 ans pourront en bénéficier et nous voulons ainsi atteindre l'égalité de tous les jeunes devant la question de la mobilité en Europe, devant aussi la question du droit à maîtriser une langue étrangère. Et donc, nous avons fait cette proposition. Mais la première, vraiment, je crois, pour répondre à votre question, la chose la plus importante, c'est que cette fichue capture de part de l'argent et du business sur les rênes des institutions européennes soit enfin redonnée aux citoyens afin que ces politiques d'austérité qui ont complètement anéanti dans certains endroits les services publics, qui abîment nos services publics en France, qui obligent les gens à renoncer parfois à faire leurs études, ces règles de l'austérité-là soient abolies, que des règles de fiscalité soient mises en place pour que tout le monde paye selon ses moyens et qu'enfin la redistribution pour l'égalité retrouve sa place dans la citoyenneté européenne. Alors, comme on n'a pas réussi